Quid de la représentativité de la femme dans les institutions en République démocratique du Congo? On en parle avec Annie Maudit. Elle est coordinatrice du caucus des jeunes femmes du réseau des femmes leaders d'Afrique. Elle est également directrice de Afia Mama, mais aussi chargée de communication Rien sans les femmes. C'est dans Action Femmes. Merci de nous suivre. Née le 2 janvier 1982 à Bouta, dans l'ex-province orientale, Annie Maudit est une activiste congolaise, coordinatrice du caucus de jeunes femmes du réseau de femmes leaders africaines, section RDC. Dès janvier 2014 à décembre 2015, elle sera team leader du groupe thématique genre et droits des enfants de la société civile dans l'ancienne province du Katanga. Femme à plusieurs casquettes, Annie Maudit préside aussi les conseils d'administration de la dynamique de la jeunesse féminine, la promotion, la protection et la défense des droits de la jeune femme, dont les objectifs principaux sont les mentorats de la jeune fille, le renforcement de leurs capacités, leur autonomisation économique, le développement de leur aptitude au leadership, ainsi qu'à leur participation effective au processus de prise de décision dans leur communauté en RDC. Elle est aussi directrice exécutive et cofondatrice de Afia Mama, entendez la santé de la femme dans l'objectif premier et l'amélioration du bien-être des femmes, notamment l'éradication des stigmatisations et la discrimination de personnes vivant avec les VIH-Sida. Ancienne gestionnaire de renforcement des capacités de la pépinière, un programme financé par DeFi et qui teste des théories et pratiques qui ne marche pas sur l'autonomisation économique des adolescentes et jeunes femmes. Actuellement, elle est conseillère genre des ProSanu USAID, un programme qui accompagne le renforcement du système de santé en RDC, ainsi que chef de la délégation de femmes d'exception, un groupe consultatif genre près du chef de l'État. Annie Maudit poursuit une licence en sciences et techniques de développement et une autre en relations internationales et diplomatie, et presse comme consultante en genre et développement, mais aussi interprète et traductrice. Annie Maudit, bienvenue. Merci, chère Gloria Mboya. Alors, dites-nous d'emblée, quelle lecture faites-vous de la situation de la femme en République démocratique du Congo? De manière générale, je commence d'abord par rappeler ici que la femme congolaise, c'est une femme dont les droits sont très bien garantis dans nos différents textes. En commençant par notre Constitution, nous sommes parmi les rares pays à avoir consacré la parité dans la Constitution, avec une loi organique de mise en œuvre des droits de la femme et de cette parité, les principes évoqués dans la Constitution. Et plusieurs de nos lois, y compris le code pénal, en ce qui concerne la prise en charge des violences sexuelles, le code du travail, le code de la famille, il y a même une loi sur la protection sociale et nous avons la loi cadre sur la santé. Dans toutes ces lois, le droit de la femme et de la jeune fille congolaise sont garantis. Ça, c'est un fait. La deuxième chose, ces lois qui ont été amendées et les nouvelles lois qui sont passées par le Parlement n'ont pas de nouvelles dispositions discriminatoires ou alors qui stigmatisent ou qui empêchent la femme à jouir de ses droits sociaux politiques. Ça, c'est un fait. Et de manière générale, nous voyons que les législateurs qui, depuis que nous avons les parlements, la majorité a toujours été constituée par les hommes, que nous remercions en passant pour avoir voté la parité ainsi que l'amendement de plusieurs lois, est d'accord que la femme doit jouir de ses droits sociopolitiques. Et maintenant, nous avons aussi, au niveau de la tête de l'État ou du sommet de l'État, une bonne volonté manifeste, exprimée, affirmée, réaffirmée dans plusieurs discours. Si je peux prendre que notre 5e président, je vais commencer par son discours d'investiture.
Tout de suite, il a affirmé qu'il allait garantir à la femme sa représentativité à tous les niveaux. Il a reconnu l'apport de la femme dans l'économie de la RDC. Parmi ses directeurs de cabinet, il a tout de suite une directrice de cabinet adjointe qui est une femme parmi les femmes. Mais après, dans le paysage politique de manière large, nous voyons qu'il y a un gap entre ce que les législateurs ont voté, entre cette volonté exprimée et ce qui se passe réellement dans différentes institutions étatiques. Justement, puisqu'on en parle, on remarque cette faible représentativité de la femme dans les instances de prise de décision malgré leur qualité intellectuelle indéniable. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? C'est vraiment ça la grande question. Et moi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité qu'on puisse décrypter ou analyser ces problèmes dans un contexte un peu plus large qu'autour de la femme elle-même. Nous sommes dans une société où nous sommes régis au-delà des lois qui sont nouvelles. Hein. Ça, nous devons les reconnaître. Tout à fait. Les instruments juridiques sont de nouvelles lois qui viennent régir ou réglementer les relations dans la société. Mais nous avons nos us et coutumes. Ces lois, je ne vais pas dire naturelles, parce que nous ne naissons pas avec, sociales, qui régissent nos sociétés depuis la nuit du temps. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez peut-être être surpris que ces us et coutumes dictent même les actions et les décisions que même les acteurs du système judiciaire qui sont censés faire respecter la loi prennent. Parfois, vous allez voir que des décisions sont en contradiction avec les lois qu'ils ont, tout simplement parce que ce qui est ancré en nous depuis notre naissance, depuis notre jeune âge, depuis notre enfance, c'est difficile de l'enlever comme ça s'il n'y a pas l'application des mesures punitives. Et une chose que j'aime répéter souvent, c'est que les problèmes aujourd'hui de la sous-représentativité de la femme, ou encore du manque de courage d'oser, ce n'est pas un problème de la femme seule. Parce que moi-même, j'ai été une petite fille dans une famille où il y avait des garçons. Il y a aussi cet instinct de protection un peu exagéré de la société face à la femme qui fait que la petite fille d'hier, la femme d'aujourd'hui, a développé un côté un peu dépendant. Elle a besoin d'être protégée, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être encouragée. Mais ça, c'est un rôle qu'hier, les papas jouaient parce qu'ils ne voulaient pas que sa fille joue au football. Ça, c'est un rôle qu'hier, la maman jouait aussi parce qu'elle voulait préparer sa fille à être une bonne épouse. C'est que je ne refuse pas, je suis une épouse aussi, mais on n'est pas qu'une épouse dans la vie. On n'est pas, d'ailleurs, on est une épouse que de son époux. Mais dans la société, on est un humain, on est une actrice. Donc, c'est là où la société parfois met toute la responsabilité sur une victime de la société qui a été, comment je vais dire, formatée pour se comporter d'une certaine manière. Donc, pour que cette situation change, nous avons tous un rôle à jouer. Bien que sur le plan purement juridique, nous soyons bien protégés, sur le plan social, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ces problèmes, nous allons les résoudre seuls en tant que femmes. Parce que nous n'avons pas créé ce problème seuls. Le problème a été créé par nos parents, par nos communautés, par nos cultures, par l'habitude, parce qu'il a toujours été fait comme ça. Et que maintenant, pour apporter des solutions durables, nous devons rentrer dans les racines et que chacun joue un rôle. On va y arriver, mais c'est vrai, ça a été créé par nos parents et tout le reste, mais la responsabilité est partagée, vous l'avez bien dit. Bien sûr. Est-ce que les femmes ne sont-elles pas aussi frileuses et n'osent pas saisir les opportunités leur offertes? Mais c'est ce que j'ai dit. D'abord, si nous devons être justes, nous n'avons pas besoin des offres, des opportunités. Parce que les opportunités, ils sont là pour tous les citoyens dont les droits sont garantis.
Donc, je l'ai bien dit avant, si nous partons sur le plan juridique, c'est mort tout de suite parce que tout le monde a les mêmes droits. Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais le problème, c'est quoi? Seule la loi ne résolve pas les problèmes sociaux. Les problèmes aujourd'hui que nous avons de la sous-représentativité de la femme, du manque du courage. Parce que oser, vous ne vous réveillez pas à 25 ans et commencez à prendre le courage d'oser. Si on ne vous a pas laissé l'opportunité de tomber, de vous relever, de réessayer encore et encore. C'est tout le problème. C'est un problème de la société et nous devons résoudre ça dans la société. Vous verrez par exemple aujourd'hui, on est dans un système patriarcal où même les femmes ont été dressées pour reproduire la relation de pouvoir. Où vous allez voir aujourd'hui, j'ai lisé dans un groupe WhatsApp où c'est même entre les jeunes femmes. Là encore, nous ne parlons pas des aînés. Ou Lynn qui dit nous avons tous le même droit, personne n'a défendu aux femmes. Mais nous avons bien vu les femmes qui ont osé, si nous prenons l'exemple de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui ont déposé leur candidature, elles ont osé. Pour l'élection du nouveau bureau. Mais elles avaient besoin de lettres, n'est-ce pas, de leur regroupement ou leur parti politique. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de ces femmes-là? Et donc, il y a aussi autre chose où nous avons tendance, je dis nous parce que je vis dans la même société, où la majorité a tendance à mélanger l'erreur d'une femme ou la faiblesse d'une femme, extrapoler ça sur toutes les femmes. Mais le courage d'une femme, c'est difficile qu'on prenne ça et qu'on mette ça sur toutes les femmes. Là, on individualise. Là, on individualise. Quand on parle de Kimpavita, c'est Kimpavita, mais quand on dit Lumumba, il y a des Lumumbistes. Vous comprenez un peu. C'est au fait ce que j'ai dit, c'est la relation de pouvoir qui a conditionné un peu notre manière de réfléchir. Et ce ne sont pas que des hommes qui reproduisent cette réflexion purement patriarcale. Et même les femmes ont été conditionnées à accepter cette situation et à reproduire. C'est comme ça que vous allez voir que même dans le regroupement où il n'y a que de femmes, il y a aussi cette relation de pouvoir qui se reproduit, où les uns vont jouer ce rôle des plus fortes et qui vont reproduire exactement la même chose qu'elles reprochent lorsqu'elles sont avec les hommes. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas une question, j'ai toujours dit, c'est pas une question des hommes contre les femmes ou des femmes contre les hommes ou des aînés contre les jeunes. C'est tout simplement une question des relations de pouvoir, des partages de ressources, des distributions de rôles. C'est tout simplement ça ce que nous appelons le genre, en fait. Parce que c'est la socialisation qui a défini le rôle, les relations telles que ça doit se passer. Et la solution à ça, ce n'est pas pointer le doigt sur les uns ou les autres. Alors, comment lutter contre la sous-représentation des femmes dans les institutions, puisque c'est de cela qu'on en parle, afin d'atteindre la parité? Vous savez, moi, je vais dire une chose qui est d'ailleurs comme un cancer qui gangrène notre société. On a une maladie qui semble être incurable. C'est le manque de respect des textes qui nous régissent. Et là, je vous assure, je viens des ONG, si vous voulez mener une enquête, vous allez voir, vous partez dans les organisations, parfois même des défenses des droits de l'homme, nous demandons des comptes aux politiciens, mais lorsque nous rentrons dans certaines des organisations, les textes même que nous avons, parfois rédigés nous-mêmes, nous n'arrivons pas à appliquer ça. Et ça part de nos maisons, où vous voyez même des parents qui vont prendre une décision qu'ils n'appliquent pas, et ça va de nos maisons jusqu'au sommet de l'État, quoi. Bon, si on ne respecte pas les textes, qu'est-ce qui nous régisse? Mais nous conduisons comment? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est nous avons la justice. Partout ailleurs, ce n'est pas que les hommes sont des anges. Là où les droits des femmes sont appliqués, parce que je ne vais pas dire garantis, parce que nous avons les droits garantis. Là où les droits des droits humains de tous sont appliqués, ce n'est pas parce qu'ils veulent respecter, c'est parce qu'ils ont peur des mesures punitives qui s'appliquent réellement. Vous allez payer les amendes, vous allez avoir des restrictions, ou vous allez alors avoir, comment on dit ça, une groumette parce que vous êtes violent, on doit identifier où vous êtes, ou alors vous allez... c'est au fait ça. Mais chez nous aussi, il n'y a pas de mesures punitives.
Ben, ça va continuer. Aujourd'hui, X a fait ceci, on n'a rien fait, mais demain, Y va faire cela, on ne va rien faire, et après, demain, Z va le faire, et ça continue. Et ça, c'est une chose. Moi, je vous donne un exemple qui m'a choquée quand même aujourd'hui. Je crois même que c'est ça qui a fait que, finalement, que je vienne, parce qu'il faut bien que quelqu'un dise quelque chose. Nous avons une province, la province du Kasaï, avec les chefs-lieux Chikapa, où le gouverneur vient de sortir. Son gouvernement, où il n'y a aucune femme. Et lorsqu'une femme questionne ça, là, vous savez sa réponse? Non, moi je suis un homme genré. Comme si ça va changer. Toutes les législateurs n'étaient pas fous. La majorité, 90% des hommes dans les deux chambres n'étaient pas fous lorsqu'ils ont voté ces dispositions qui ont garanti le droit socio-politique et économique des femmes. Mais comment vous allez vous autoproclamer un homme genré et sortir un gouvernement sans aucune femme? Ben, voyons voir si le ministre des Affaires intérieures va l'interpeller pour ça. Vous allez voir que ça, non, parce que c'est les derniers, c'est les cadets. Souvent, c'est les cadets de soucis. Souvent, même, c'est non, ça, c'est pas un problème. Nous avons des problèmes plus importants, c'est la sécurité, vous voyez, c'est les élections, c'est les bureaux du Parlement. Ça, c'est plus important. Mais les humains qui vont aller, au fait, les humains que vous voulez protéger par vos moyens de défense ou de sécurité, leur bien-être, si ce n'est pas votre préoccupation principale, ben, nous sommes en train de tourner à rond, à mon avis, sur la même question plus importante. Si nous disons la sécurité aujourd'hui, il y a toujours des coins dans la République où il y a l'insécurité et pourtant c'est là qu'on investit beaucoup plus. Alors que si on commence un peu à regarder les aspects, comme nous disons, les aspects soft de la population, on a besoin de quoi si nous ne pouvons pas vivre en harmonie, si nous ne pouvons pas co-gérer? Parce que même le code de la famille aujourd'hui, même en couple, ça laisse quand même cette possibilité de concertation pour lever des options. Mais pourquoi est-ce que, comme j'ai dit, le législateur n'est pas fou, mais les acteurs sociopolitiques, acteurs et actrices d'ailleurs, parce que nous voyons aussi des femmes, comme j'ai dit, c'est une question de relation de pouvoir. Quand elles arrivent, elles reproduisent exactement ce qu'elles ont subi. C'est ça le problème. Donc, pour moi, j'ai parlé ici de respect des textes, j'ai parlé ici de renforcer le système judiciaire. La justice doit être impartiale. Nous avons tous les cerveaux, au fait. Comme j'ai dit, devant la loi, nous sommes égaux, mais aussi naturellement, parce que l'intelligence n'a pas de sexe. Ça c'est un fait. Et la compétence n'a pas de sexe. Mais il y a quelque part quelque chose qui se passe et personne ne veut en parler. Je ne parle pas je vais dire, de jugement politique. Je ne parle pas de mise à l'écart politique. Je parle de la vraie justice qui s'attaquerait à des faits, tout simplement des faits avec des évidences probantes et qui punirait en fonction de ça. Parce que même la personne, lorsqu'elle va aller dans les centres de rééducation, je préfère appeler ça comme ça, elle va prendre conscience, quand cette personne sort, elle va sensibiliser les autres sur ce qui est mal, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais lorsque c'est un peu comme pour mettre à l'écart X parce qu'il constitue, il ou elle constitue le croc en jambe pour l'avancée politique, ça aussi nous pouvons voir ça. Et au fait d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses que les femmes, généralement, ne veulent pas ou n'ont pas, autant elles n'ont pas, on pense interpréter qu'elles n'ont pas le courage d'oser. Au fait, ça veut aussi dire oser les antivaleurs. Ça veut aussi dire oser de vendre sa conscience à tout prix. Ça veut aussi dire ne pas oser laver toute la honte de ses yeux, parce que nous voyons bien ce qui se passe, quoi. Et c'est ça. Et autre chose, je vais aller rapidement, pour atterrir. Oui, c'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens, ils n'ont pas de loyauté, je me dirais, envers leurs propres principes. Parce que sinon, nous n'avons pas une personne aujourd'hui qui affirme X, demain qui réaffirme X, mais après-demain, il fait Y. Et il vous regarde dans les yeux, il essaie de vous dire Z. Vous voyez, ça doit nous dire tout simplement qu'à un moment donné, nous en avons peut-être, mais c'est des pièces rares des hommes et des femmes d'État qui s'élèvent pas pour eux-mêmes,
pas pour leur agenda politique, mais pour la composante qu'ils ou elles prétendent vraiment défendre. Si ce sont les femmes, si c'est la population, surtout la population, tout le monde parle au nom de la population, mais souvent on n'est pas consulté. C'est la même chose avec les femmes. Si on peut apprendre le courage d'une femme, et c'est représenté qu'il doit y avoir d'autres centaines de milliers de femmes qui peuvent avoir le courage de cette femme, vous verrez que ça ne prendra pas très longtemps. Nous aurons justement les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que nous faisons aussi souvent piéger, hein, où on dit il faut une femme, mais les critères sur lesquels les acteurs politiques vont choisir une femme, c'est tout simplement parce qu'elle est une femme. On ne va pas choisir sur base de ses autres compétences. Mais on regarde la féminité plutôt que les compétences. Bien sûr. Et donc, c'est ça. Il y a beaucoup de défis qu'on peut essayer d'élaborer ici. Mais moi, je vais profiter un peu. La RDC est en train de prendre la présidence de l'Union africaine. Nous savons que les présidents qui ont précédé consécutivement notre chef de l'État à ces postes-là ont atteint la parité parfaite au sein de leur gouvernement. La RDC ne doit pas être le pays au niveau continental qui va arrêter l'élan continental de changer ces paradigmes, de chanter la représentativité des femmes, mais ne pas l'appliquer réellement. Ça, c'est un défi, au fait, il en va de l'image de tout un pays. Parce que maintenant, la RDC, c'est vraiment ce léopard qui prend la tête de l'Union africaine et les autres pays qui sont passés par là ont atteint la parité parfaite. Voyons voir maintenant et puis, ce n'est pas seulement la responsabilité du président. C'est au fait de tous ces leaders des partis politiques, femmes comme hommes, de regarder ça comme un problème national, au-delà des Tchad. Parce que si les autres pays étant à la tête de l'Union africaine, ont pu aligner les femmes. Ils ont trouvé les femmes. Parce que pour trouver, il faut chercher. C'est là aussi il y a le problème. Ben, les gens, ils cherchent. Faudrait-il qu'on les cherche? Et les gens, ils ne cherchent pas. Moi, je ne parle pas que de femmes. Je peux rajouter les jeunes. Est-ce que vous avez déjà vu un leader? Est-ce que les jeunes ou les femmes ne peuvent-ils pas eux-mêmes bouger les lignes? Mais le problème, c'est quoi? Nous ne voulons pas justement recréer l'apartheid sociopolitique dans les pays. Ça veut dire que nous segmentons parce que cette génération des vieux et tout, on fait ça le même. Non, nous devons, au fait, comme j'ai dit, vous allez remarquer que j'évite de parler des personnes. Je parle des relations de pouvoir et je parle des distributions de rôles. Est-ce que vous avez déjà vu un leader ou une leader d'un parti politique alors que les vivants organisaient les élections primaires dans son parti politique où il accepte d'être challengé par les jeunes ou par les femmes? C'est hors de question. Et souvent d'ailleurs, les bons mentors, on n'a pas de bons mentors, on a peut-être des coachs. Vous savez, là, il y a une différence. Les mentors, ils veulent sortir le meilleur de son menti, mais le coach, il est derrière, il veut pousser. Moi, je pense que parfois, on n'a ni l'un ni l'autre dans les paysages politiques parce que les bons mentors, au fur et à mesure que le temps passe, prend les reculs et donne l'opportunité, propulse ces mentis à commettre les erreurs pendant qu'il a encore la force de corriger ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir, lorsqu'il faut proposer, les leaders des partis politiques se proposent même à la tête de la liste. Mais en quoi est-ce que nous allons essayer de changer les choses? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi nous sommes en train de tirer sur la sonnette d'alarme maintenant. Si nous n'allons pas les faire pour la RDC seulement, faisons-le pour le continent. Nous prenons la tête du continent. Ne brisons pas les lacs, s'il vous plaît, c'est les drapeaux. Annie Maudit, vous n'êtes pas que coordinatrice du caucus des jeunes femmes du réseau des femmes leaders d'Afrique, section RDC. Vous êtes aussi chargée de communication de Rien sans les femmes et directrice de Afiamama, je le disais en début de l'émission. Quelle politique publique impulsez-vous pour faire avancer la cause genre? Justement, nous avons d'abord réalisé que seuls, on va vite, mais ensemble, on va loin. C'est comme ça que nous sommes de plus en plus en train de promouvoir les travaux en réseau.
la constitution des mouvements. Les mouvements, c'est différent d'une organisation qui s'enregistrerait comme réseau de plusieurs structures. Parce que là, ça forme une sorte de pression sociale qui peut impulser, qui peut imposer même les changements des perceptions. Ça, c'est la première chose, les travails en synergie, les travails en solidarité. Et nous sommes aussi dans une approche, comme nous avons dit tout à l'heure, de responsabiliser tout le monde dans son rôle dans la société. Parce que nous avons compris, et nous les répétons, le problème des genres, ce n'est pas la lutte des femmes contre les hommes. Parce que aussi, un jour, il faudrait bien qu'on parle des concepts. Les genres, l'égalité du genre est différente du féminisme. Le féminisme, c'est 100% pour la femme, par la femme ou rien. Alors, puisque vous évoquez ça, on peut quand même essayer de définir le concept. On doit éviter la confusion. Le féminisme, ça ne considère personne d'autre que la femme. C'est vraiment le niveau radical de pousser pour que la femme arrive à avoir une place dans la société. Moi, je pense que nous, en tant que femmes congolaises, nous n'avons pas besoin d'arriver à ce niveau radical parce que le législateur a déjà garanti les droits dans différents instruments juridiques du pays. Maintenant, quand nous disons parité, c'est là que nous parlons de la représentativité. Les lois ont garanti le droit. Et nous savons, vous savez, moi souvent je les mets un peu comme un manager. Tu as une grande équipe, tu as une diversité de compétences et tu ne peux pas choisir en âme et conscience de prendre 50% de tes ressources humaines à même de contribuer au rendement, le mettre en congé technique et travailler avec la moitié, espérer atteindre les résultats. Si nous voulons voir aujourd'hui la répercussion des inégalités du genre, regardons notre économie, regardons l'espérance de vie, regardons seulement autour de nous la sécurité sociale. Mais c'est pourquoi? Parce que ça a été démontré, ça a été prouvé noir sur blanc qu'une femme gère pas qu'avec la tête et son cœur. Mais parce que là, ça prend le côté humanisme. Nous avons des parents qui ont envoyé leurs filles à l'école, mais quand ils sont en train de choisir les personnes qui doivent mettre sur la liste dans leur parti politique, ils oublient que leurs filles aussi se retrouvent quelque part où quelqu'un d'autre peut faire la liste. Parce que ce qu'on fait, ça peut se reproduire. Au finish, nous avons de l'intelligence que la plupart des gestionnaires des grandes institutions ou des partis politiques ou des entreprises ont choisi de mettre en repos. Et pour résultat, nous n'avançons pas. L'échec, c'est l'échec de tous les pays. Les problèmes aussi, nous analysons la conséquence des inégalités genre au niveau micro. Mais lorsque nous voulons parler de notre économie, nous parlons des macro. Mais vous arrivez à macro comment si vous ne commencez pas au niveau micro. Donc, partons, essayons en tant qu'homme ou femme de rendre ces problèmes impersonnels. Petit conseil, si vous étiez demandé de prodiguer un conseil aux femmes, ce serait lequel? Rapidement alors, on va terminer. Aux femmes, moi j'ai dit, nous avons des droits garantis, levons-nous. Si autour de la table, il n'y a plus de chaises pour nous, amenons nos chaises ou restons debout. Soyons là où les décisions se prennent. Osons, nous en avons les capacités et c'est comme ça que nous pouvons arriver à changer les narratifs sur nous. Merci beaucoup Annie Maudit d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Gloria Mbouya pour l'invitation. Annie Maudit, coordinatrice du caucus des jeunes femmes du réseau des femmes leaders d'Afrique section RDC, chargée de communication de Rien sans les femmes et directrice de Afiamama, était notre invitée d'aujourd'hui. Avec elle, nous avons parlé de la représentativité de la femme congolaise dans toutes les institutions. C'en est fini pour Action Femmes. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.